initialement ce qui a changé par rapport à la dynamique de l'entreprise, de l'entité que vous dirigez. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble et je vais essayer de tâcher à répondre à vos questions à ce niveau. Donc, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que le statut social, avec justement un zoom sur le statut social du dirigeant assimilé salarié. Et bien sûr, on va faire le point également sur celui qui est travailleur indépendant. Dans notre tissu économique, on a beaucoup de petites entreprises, hein, donc beaucoup de travailleurs indépendants qui ont de petites structures et donc qui sont assimilés à la sécurité sociale des indépendants. Donc, on va visualiser les cas et à ce niveau. Par la suite, ce qui serait intéressant également, c'est de visualiser la différence entre un salarié normal, un salarié lambda, comme vous l'avez sûrement déjà été, et un assimilé salarié, donc c'est-à-dire un dirigeant assimilé salarié, parce que malheureusement, il en existe. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, le statut social du dirigeant, qu'est-ce que c'est? Effectivement, il est fonction de la structure juridique choisie et en fonction de celle-ci, c'est-à-dire tout ce qui engendre le capital, la responsabilité au sein de l'entreprise. Est-ce que ses biens personnels sont confondus avec son patrimoine? En fait, vraiment, l'ensemble de ces éléments et même le régime matrimonial rentre en compte, puisque si on a un collège marital dans les statuts, par exemple, etc., ça peut vraiment changer. Donc, on va distinguer à ce niveau deux statuts sociaux. Donc, d'une part, celui de travailleur indépendant. Donc, le dirigeant sera assimilé au sein de la sécurité sociale des indépendants, donc anciennement connu sur le SSI. Et enfin, l'assimilé salarié. Donc, l'assimilé salarié, il sera, lui, quant à lui, généralisé autour du régime général de la sécurité sociale. Donc, peut-être que vous avez déjà eu des rendez-vous avec l'URSSAF, on vous dit, bon, voilà, vous êtes au SSI, vous êtes au régime général. Donc, lorsque vous êtes au régime général, vous êtes assimilé salarié, donc établissement de fiche de paie. Tandis que lorsque vous êtes travailleur indépendant, il n'y a pas de fiche de paie, vous versez une rémunération et c'est après, en fonction des déclarations faites aux impôts, qu'on va calculer vos cotisations. Donc, le statut social du dirigeant, là, assimilé salarié. Quels sont les cas pour lesquels le dirigeant, dans son statut social, en fonction justement du statut juridique choisi, en fonction de la répartition des parts dans la société. Donc, on va voir quels sont les cas où il est assimilé salarié. Donc, vous avez dans la colonne de gauche l'ensemble des statuts juridiques qui vous confèrent justement ce statut. Donc, la SARL, mais attention, petite particularité, il faut que vous soyez soit minoritaire au niveau de la répartition des parts sociales de la société, donc détenir soit 50% ou moins de 50%, en gros, hein, selon les cas. En SAS ou en SASU, il n'y a pas besoin de répartition. Que vous soyez minoritaire, majoritaire, égalitaire, vous serez directement assimilé salarié. Donc, à partir du moment où vous versez une rémunération, il y aura des déclarations à effectuer auprès de l'URSSAF et ce sera directement retranscrit. Bon, les sociétés anonymes également, hein, les généraux, etc., sont effectivement assimilés. Bon, c'est un statut juridique très peu répandu dans notre territoire, réservé plutôt aux grandes et grosses structures. Donc, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Et enfin, le gérant non associé. Donc, vous pouvez très bien être gérant d'une société. À partir du moment où vous percevez une rémunération, vous êtes automatiquement, et quel que soit le statut juridique, assimilé salarié. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, lorsque vous êtes gérant, vous pouvez être gérant, mais dans les statuts, vous ne figurez pas dans la répartition du capital. Donc, vous ne détenez aucune part sociale, aucun droit de vote, donc vous êtes assimilé salarié directement. Comme nous l'avons vu en introduction, il y a le régime social des indépendants. Donc, à quel moment on sera assimilé en tant qu'indépendant? Donc, ça, c'est tout à fait important. Donc, on remarque le statut juridique qui revient, donc la SARL et donc bien sûr le URL, qui je le rappelle, et c'est le même statut aux mêmes dispositions du Code du commerce.
Cette fois-ci, on sera uniquement gérant associé majoritaire. Donc, c'est-à-dire dans la répartition des parts sociales, eh bien, on aura au minimum 51% des parts, par exemple, ou bien en EURL, on aura 100% des parts. Donc, on sera automatiquement assimilé en tant que travailleur indépendant. Donc, ça, c'est important. L'entreprise individuelle également, y compris le régime de l'auto-entrepreneur, on sera assimilé en tant que travailleur indépendant. Donc, c'est important à le savoir. Comme je vous le disais avant la présentation, ben, un chef d'entreprise qui vient me voir alors qu'il est en entreprise individuelle pour une fiche de paie, c'est pas la bonne zone. Vous n'êtes pas justement assimilé salarié et donc vous ne pouvez pas fédérer et obtenir des fiches de paie à ce niveau. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans les cas, vraiment que vous teniez aux spécificités et en fonction de ça, il faut bien réfléchir. Donc, on va voir ça ensemble. Et bien sûr, tous les autres cas, hein, donc SCI, société civile de manière générale, les SNC, voilà, vous serez automatiquement assimilé en tant qu'indépendant. Également les professionnels libéraux, donc j'entends par là des activités non réglementées, des activités par exemple d'infirmière, etc. Vous êtes automatiquement affilié en tant que travailleur indépendant. Donc affilié, je le répète, au régime social des indépendants, ou encore, parce que ce jargon, j'ai envie de dire, existe auprès des agents de recouvrement de l'URSSAF en tant que TI. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous dire TI. Donc, on vous dit TI, c'est travailleur indépendant, par exemple. Ou bien régime social de sécurité sociale des indépendants. Vous allez entendre ce jargon-là. Donc, il faut bien prendre en compte ce vocabulaire pour bien formaliser vos démarches, par exemple, avec l'URSSAF, qui reste, je le rappelle, votre seul interlocuteur à ce niveau pour vos cotisations et autres. Donc maintenant, le calcul des cotisations en tant que l'indépendant. Alors, on va essayer de ne pas trop rentrer dans les calculs, mais de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, avec cette compréhension, on va voir qu'est-ce qui est avantageux et qu'est-ce qui désavantage un petit peu la chose entre les deux statuts. Donc, il faut savoir que l'indépendant, il sera justement, les cotisations seront calculées selon soit des assiettes ou son revenu. Je m'explique. Certaines cotisations et contributions, donc sur la colonne de gauche, seront assujetties à des assiettes et règles de calcul. Donc ici, par exemple, pour la maladie, il faut faire très attention dans le sens où il n'y a pas d'assiette minimale. C'est-à-dire que, comment vous expliquer? Parce que je ne veux pas rentrer dans les calculs. Lorsque, voilà, on vous dit 40% du pass, etc., il y a ce qu'on appelle une assiette. Donc, ce qu'on appelle une assiette, c'est-à-dire que vous ayez 0 euros de revenus, que vous ayez 10 euros de revenus annuels, que vous ayez 30 000 euros de revenus annuels, ce sera toujours cette base de calcul qui sera appliquée de 7 444. Donc, c'est-à-dire que vous aurez des cotisations minimales à ce niveau. Donc, je le répète, que vous ayez 0 euros de revenus ou autre, 1 euro de revenu annuel, enfin, je dis n'importe quoi, mais vraiment, ça ne va pas bouger. Et c'est ce qui également pénalise et qui est dans l'incompréhension. Et on pourra même insister là-dessus au niveau des indépendants. Ils ont du mal à recouvrer leurs cotisations tout simplement parce qu'ils se disent, mais j'ai eu 0 euros de revenus, pourquoi je paye des cotisations? Parce que justement, par exemple là, il y a une assiette de 16 444 qui nous dit, eh bien voilà, que vous ayez, peu importe le niveau de revenu, vous aurez des cotisations minimales à payer. Donc, c'est ainsi de suite pour les autres cotisations. Donc, par exemple, la vieillesse complémentaire, là, c'est proportionnel au revenu, excusez-moi, c'est proportionnel au revenu, les allocations familiales également. Donc, vraiment, il faut faire très attention à cette petite subtilité, pardon, qui rentre en jeu à ce niveau. Donc là, je vous ai sorti un petit exemple. Je n'ai pas pu prendre plus de détails parce que c'est un cas réel. Mais là, on voit bien que les 16 454, ils reviennent, alors que nous remarquons bien que le revenu ici, le revenu annuel est de 5 717. C'est-à-dire que l'administration a pris en compte l'assiette minimale, c'est-à-dire 40%
du plafond de la sécurité sociale annuelle. Donc voilà, avec les taux qui ont été mentionnés, donc nous avons le montant des cotisations dans cette colonne. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, imaginons que cette personne avait 0 € de revenus, donc il y aurait eu 0, mais l'administration aurait gardé à ce niveau 16 444 parce qu'il y a des cotisations minimales à respecter et à recouvrir auprès de l'administration sociale, tout simplement. Donc maintenant, il y a effectivement le statut d'assimilé salarié, mais malheureusement, j'entends souvent que voilà, bon, on va choisir une SASU, on sera salarié, etc. Mais attention, il y a des spécificités, il y a des choses à bien visualiser et à bien comprendre parce qu'il y a des différences. Premièrement, le statut. Le, le gérant assimilé, il sera considéré comme un cadre de son entreprise, automatiquement. Je répète, automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme ce qu'on appelle un mandataire social. Pour nous, il doit justement représenter le pouvoir de direction auprès des partenaires sociaux, fiscaux ou même auprès de tiers tels que des fournisseurs, des clients, etc. Tout simplement parce que voilà, il a un mandat social. Dans les statuts, c'est lui qui a été généré en tant que dirigeant, etc. C'est lui qui va représenter la personne morale. En d'autres termes, c'est lui qui va représenter sa société auprès de tiers, auprès d'administration, ainsi de suite. Et donc, vraiment, il sera considéré en tant que cadre. Donc, c'est ce qu'on appelle le mandataire social. Les cotisations chômage. Je suppose que, en tout cas, je trouve l'hypothèse que peut-être que vous avez déjà été salarié. Lorsque, par exemple, votre contrat s'arrête, eh bien, vous pouvez toucher ce qu'on appelle les ARE, etc. Vous avez une protection par rapport au système de français. Vous avez une protection pour le retour à l'emploi. Donc, on vous verse des allocations de retour à l'emploi, etc. Le temps que vous cherchez, le temps que vous puissiez retrouver un emploi, un statut de salarié, etc. Attention, lorsqu'on est assimilé salarié, ça n'existe pas. Sauf, bien sûr, si, par exemple, on choisit de recouvrir auprès d'un organisme privé, etc. Ça peut le faire. Ça, c'est tout à fait possible. Et, bien sûr, il y a une autre spécificité. Lorsque le mandat social qu'on a vu ici, lorsque le mandat social, effectivement, euh, est respecté, on peut également, alors, excusez-moi, voilà, donc ici, le mandat social. Donc, lorsqu'on est en tant que mandataire social, si justement, à ce niveau, on justifie deux contrats de travail en plus de son mandat social, sous réserve, et c'est très important, sous réserve que l'on aille auprès de Pôle emploi et qu'on fasse la démarche pour qu'il puisse vérifier dans les statuts qu'est-ce qui s'y passe dans la société, quel organisme de gestion, et justement vérifier le contrat de travail. Et il faut absolument qu'il apparaisse un lien de subordination. Le lien de subordination, comme vous le savez, par exemple, il y a un employeur, un salarié. L'employeur décide des tâches, de la répartition du travail, de la manière dont ça se passe. Eh bien, il faut que ça existe. Sans ce lien de subordination, vous ne pouvez pas prétendre aux cotisations de chômage, j'ai envie de dire, normales de l'organisme de sécurité sociale. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a malheureusement une différence de coût. Donc, le salarié, dans sa dynamique et dans sa vision, il ne subit, j'ai envie de dire, que la perte de ses charges salariales. Donc, il ne s'occupe pas, bien que c'est diffusé sur la fiche de paie, hein, les cotisations patronales, le salarié, il ne subit que ses pertes salariales, donc les pertes de cotisations, etc., mais salariales. Tandis que vous, en tant que mandataire social assimilé salarié, vous allez justement avoir la vision des deux, salariale et patronale. Donc, vous devrez, lorsque vous allez, j'ai envie de dire, serez assimilé de votre société, reverser auprès de l'organisme social les cotisations salariales pour vous, mais aussi les cotisations salariales pour votre société. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte lors du calcul et lors du choix du statut social. Qu'est-ce qui est plus avantageux ou qu'est-ce qui peut être pénalisant pour nous au final? Et ça, c'est très, 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 très important
certains pensent que voilà, ils vont, si par exemple ils se versent 1500 euros, ils ont 1200. Non, parce que lorsqu'on va justement payer les cotisations sociales, vous serez peut-être surpris et il faudra payer les deux. Donc la part patronale et la part salariale. Donc ça, c'est très important à ce niveau. On pourra revenir dessus, il y a pas de souci. Et j'aimerais également vous parler d'une spécificité au sein des dom donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, La Réunion notamment. Il y a ce qu'on appelle l'exonération LODEOM. Donc l'exonération LODEOM, c'est justement une exonération de cotisation patronale, donc d'assurance sociale et d'allocation familiale, qui est uniquement assujettie pour les territoires des DOM et tout simplement à 3 niveaux. Donc, bien sûr, les calculs sont un petit peu compliqués, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il faut savoir qu'il y a 3 niveaux en fonction de votre activité et en fonction justement de ce que votre entreprise a apporté au sein du territoire. Donc, potentiellement, peu importe l'activité, vous aurez ce qu'on appelle l'exonération LODEOM de compétitivité de droit commun. Donc, c'est assujetti à toutes les entreprises. De compétitivité renforcée. Compétitivité renforcée, c'est surtout pour les employeurs qui sont notamment dans les secteurs très fragiles, tels que la restauration, etc., qui sont liés au tourisme, qui sont, voilà, qui ont des dynamiques et des perspectives assez, j'ai envie de dire, aléatoires. Et on a, pour finir, le régime de compétitivité spéciale. Donc, c'est pour ceux qui sont vraiment dans la recherche, le développement, qui inventent des machines, par exemple, qui sont vraiment calés en recherche-développement, notamment sur les technologies nouvelles. Donc, ça, c'est vraiment sur cet axe-là que ce régime de compétitivité spéciale va entrer en jeu. Donc, pour visualiser justement un comparatif, alors, je n'ai pas mis en surbrillance exprès, parce que peut-être que si vous êtes assimilé salarié, il faudrait que vous puissiez comprendre ce genre de bordereau, ce qu'on appelle par exemple le détail de cotisation. Vous avez également un tableau de charges, etc. Ça peut être intéressant. Donc ici, nous sommes sur l'exemple. Bon, allez, ici, on a la société Test, hein, qui est basée au boulevard du Général de Gaulle. Et ensuite, on a le salarié 4. Donc, pour la paye de janvier 2021, donc, les calculs ne changent pas malgré le décalage annuel puisque le plafond de la sécurité sociale n'a pas changé. Donc, n'ayez pas peur. Mais à ce niveau, on regarde. Donc ici, on ne va pas entrer dans les détails de calcul, je ne vais pas entrer dans toutes ces explications, mais ce qui va nous intéresser, ce sont les charges sociales. Donc ici, on a un organisme, ici, donc c'est-à-dire la CGSS de Martinique. On a un autre organisme, donc c'est l'IOCOM, donc c'est la caisse de retraite, donc c'est elle qui va recouvrir, j'ai envie de dire, les cotisations liées à la retraite en Martinique. Et on regarde ici l'exonération de cotisation patronale, l'ODEOM, donc ce qu'on a vu. Donc ici, à ce niveau. Et lorsqu'on visualise justement les charges, par exemple, de la CGSS Martinique, qui, je le rappelle, est là, à ce niveau, dans la partie salariale, nous avons par exemple 268,49 € pour une rémunération liée au SMIC à la date de janvier 2021. Et on remarque que niveau salarial, on a 268 € à payer, tandis qu'en employeur, nous avons que 14,35 € à payer. Tout simplement parce que ici, l'exonération l'ODM nous a permis d'économiser à peu près 404 €, à peu près 405 € de cotisation patronale. Donc, c'est vraiment pour renforcer justement notre territoire qui est fragilement touché par tout ce qui est l'emploi, etc. Également que cette exonération, elle existe hein, pour les territoires des DOM. Et donc, vraiment, ça peut être intéressant. De même pour la caisse de retraite, l'IOCOM, le montant salarial s'élève à 62,34 €. Tandis que pour l'employeur, on n'a que zéro. Car justement, l'exonération, l'ODEOM, ici, de la caisse de retraite, nous a permis justement d'effectuer cette économie-là. Donc, je vous présente cette exonération. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant dans le sens où, lorsque vous êtes mandataire social, assimilé salarié, vous n'avez pas droit à cette exonération l'ODEOM. L'administration sociale considère
que vous n'êtes pas assujetti non seulement aux cotisations chômage, donc, et par rapport à ce fait et à cette absence, j'ai envie de dire, de lien de subordination qui peut exister dans la société, vous n'avez pas l'exonération l'ODA. Donc, on va prendre cet exemple avec justement un mandataire social qui n'est pas justement assujetti et qu'il y a, ou pardon, on remarque une absence d'exonération. Donc, à ce niveau, donc la même société, et on remarque justement pour la CGSS de Martinique, donc classique, à peu près la même chose pour le montant salarial. Donc jusqu'ici, pas de problème. Mais on remarque bien, dans la partie patronale, on est déjà monté à 489 euros. Donc les 400 et quelques euros d'économie de l'exonération de l'ODEOM, elle a complètement disparu. Et il faut faire attention à notre budget parce que le 15 du mois suivant, donc c'est-à-dire pour cet exemple, le 15 mars 2021, on devra dépenser ça. Donc imaginons que vous êtes mandataire social pardon, de la société Test. C'est justement ce montant que vous aurez à payer auprès de l'UOSAF de Martinique. De même également pour la caisse de retraite, l'IOCOM. Donc niveau salarial, on est à peu près au même niveau. Donc jusqu'ici, quelque chose de classique. Tandis qu'au niveau patronal, on monte déjà à 93 euros. Et rappelez-vous, dans l'exemple précédent, nous étions à 0 euros. Donc vraiment, cette exonération-là est très, très, très importante, surtout à prendre en considération. Donc, les dossiers auprès du Pôle emploi, justement, pour bénéficier de cette exonération sont, je ne vais pas dire complexes, mais les démarches sont plutôt lourdes, dans le sens où il faut préparer un contrat de travail, etc. Mais si vous êtes tout seul dans votre société, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas fonctionner, car vous serez vous-même votre employeur, et donc il n'y aura pas l'existence de l'insubordination. Donc, si par exemple vous êtes avec un associé, et là vous décidez dans les statuts, notamment dans la SASU, enfin la SAS, pardon, qui est très importante et qui laisse, j'ai envie de dire, un panel de gestion assez large au niveau des statuts. On est beaucoup plus large qu'une SARL, par exemple. On peut par exemple prévoir que voilà, l'associé 1 aura un lien de subordination, l'associé 2, et l'associé 2, par exemple, est assimilé salarié. Ça peut tout à fait être plausible, mais c'est l'administration justement qui se réserve le droit et qui est le seul interlocuteur pour décider de justement si il y aura d'exonération de l'ODEOM, s'il y aura du chômage à ce niveau. Donc, alors, c'était un petit peu tout. J'espère ne pas être un petit peu long et un petit peu barbant parce qu'il y a souvent des calculs à ce niveau et c'est un petit peu compliqué. Ça, j'en ai conscience. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je reste disponible pour l'ensemble de vos questions.